Merci d'être venus visiblement nombreux pour cet échange. Je pense qu'on n'aura pas trop besoin de chauffer l'ambiance. Madame la ministre, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté d'être à nos côtés pour cette rencontre au Festival du Grand Bornand. Vous venez de circuler dans ce festival. Ce n'est pas la première fois que vous y veniez. À une autre époque, quand vous dirigiez Clowns sans frontières, vous étiez déjà venu au Grand Bornand. On est très heureux de vous accueillir et j'avais envie de vous poser comme première question de savoir comment est-ce que vous avez vécu cette déambulation, ce que vous avez découvert, apprécié au milieu de tous ces enfants. Alors, effectivement, comme j'étais déjà venue dans le passé, je crois que c'est la première fois depuis que je suis ministre de la Culture que j'ai comme ça un espèce de retour aux sources, mieux qu'une Madeleine de Proust, le bonheur des mômes. Et j'ai retrouvé la même énergie, la même émotion, la même liberté. Il y a une audace, une fantaisie et une écoute, une bienveillance, une attention à chacun. Et je pense qu'il y a un ADN particulier ici, indéfinissable, qui perdure depuis longtemps, qui évolue, s'agrandit. J'ai beaucoup aimé le journal des enfants que j'ai acheté tout à l'heure, la première édition du jour. Les pâtes au beurre, on va en reparler. J'ai pu assister aux ateliers Bayard, je suis passée dans la tente Olive, j'ai vu des débuts de spectacle, des fins de spectacle, des déambulations. J'ai surtout vu beaucoup de gens heureux. Et donc, ça me rend heureuse. Je présume, cher Alain Benzoni, vous qui êtes cofondateur de ce festival avec le village du Grand Bornand, que ça doit vous faire chaud au cœur d'entendre la ministre de la Culture. Eh bien oui, parce que ça fait un moment qu'on porte toutes ces valeurs. Ça fait depuis le début, on a les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Et on n'a pas changé depuis le début. Mais il y a 31 ans, c'était des valeurs alternatives. On nous regardait bizarrement et tout. Et maintenant, on est tendance. Donc on se demande si on n'avait pas, en fin de compte, les bonnes idées, mais peut-être un peu trop tôt. Donc ça fait plaisir. Et surtout... C'est moi qui suis une ministre alternative. Pardon ? C'est moi qui suis une ministre alternative, un peu. Voilà. On me regarde bizarrement. Voilà. Et maintenant, on est très heureux parce qu'on n'a jamais pris les enfants ni pour des porte-monnaies à pattes, ni pour des imbéciles. Et c'est pas parce qu'on s'adresse à des enfants qu'il faut gnagnotiser ou qu'il faut... voilà. C'est important de les prendre pour des vraies petites personnes et de s'adresser à eux... voilà, comme on s'adresse à des personnes. Et surtout leur présenter des choses qui peuvent prêter à rire, à pleurer, à rêver, à penser, et qui sont aussi, si possible, réfléchies et intelligentes. Et on est parti là-dessus il y a 31 ans, et monsieur le maire et moi, puisqu'on est les deux anciens maintenant du festival, on a continué... et maintenant, on est très content que ce festival soit reconnu avec une éthique et une âme et un esprit. C'est ce qu'on a voulu, et vraiment. Et défendre une culture populaire, Madame la Ministre, une culture qui emmène tout le monde. Et ça, je crois que c'est vraiment une des valeurs de notre festival. Peut-être que tu peux nous rappeler, Alain, que ce festival, en dehors du soutien, effectivement, du village qui nous accueille, il doit beaucoup aux bénévoles. Il y a un nombre impressionnant de bénévoles. C'est avant tout une équipe, depuis le début, et une équipe qui a grandi, bien sûr. Et au jour d'aujourd'hui, à l'équipe d'organisation, je ne parle pas des compagnies, à l'équipe d'organisation, nous sommes 450. Il y a 100 professionnels et 350 bénévoles qui donnent leur temps, qui prennent leurs vacances pour venir travailler pour nous pendant le bonheur des mômes. Et ça, c'est... Ouais. Ça, ce sont des valeurs, des vraies valeurs du festival. Merci Alain.
Alors, l'an dernier, c'était les 30 ans du Festival au Bonheur des Mômes. Et à cette occasion, les organisateurs avaient souhaité porter à connaissance un plaidoyer issu de ces 30 ans d'expérience. C'est-à-dire un peu une mise en mots, un peu théorique, un peu conceptuelle, essayant de raconter finalement pourquoi on se bat depuis 30 ans au sein de ce festival. Et donc avec le club Terre Sauvage que j'anime, qui regroupe un certain nombre d'entreprises très engagées en faveur de la nature, nous avions confié à Sophie Marinopoulos, qui elle-même est membre du club, la rédaction de ce plaidoyer. C'est un plaidoyer que vous pouvez voir d'ailleurs sur Internet, et à la fois sur la tente des pâtes au beurre, il est présenté sur un côté de la tente. Alors Sophie, vous êtes psychanalyste, spécialiste des questions de parentalité. Vous êtes l'une des 18 membres qui a travaillé dans la commission des 1000 jours établie par le président de la République. Et vous êtes également l'auteur du rapport commandité en 2019 par Françoise Nyssen, ministre de la Culture, sur la santé culturelle des enfants, qui préconise une politique d'éveil culturel et artistique en faveur des enfants. Forte de l'impact en fait de ce plaidoyer qu'on avait lancé l'an dernier, qui a été signé par 730 personnalités, le festival a souhaité que ce rendez-vous, ce moment dans lequel nous sommes, un peu de réflexion autour du sujet, quels enfants laisserons-nous à la planète, puisse être instauré de façon récurrente. Et c'est pour ça qu'on est heureux, Madame la Ministre, de vous avoir avec nous pour ce moment particulier. Alors, Sophie, vous commencez votre rapport par des mots forts. La culture va nous sauver. Ça veut dire quoi ? Oui, alors peut-être un rappel, puisque donc moi je suis une soignante, je suis psychologue, psychanalyste, et au fil des décennies, après 40 ans d'expérience, je voyais au fil des ans des relations parents-enfants mis à mal, beaucoup de difficultés à se comprendre, à se rencontrer, à se reconnaître, dans une espèce de tourbillon de la vie, une cadence de la vie qui venait affaiblir les relations parents-enfants. En parallèle, nos lieux de soins sont particulièrement touchés par un manque de professionnels. Ce n'est pas une profession très recherchée, hein, de prendre soin de la santé psychique. Et je me suis dit, on ne va pas y arriver. Et il n'y a que la culture, parce que la culture, elle porte d'abord les mots, elle porte les récits, elle porte le sensible. C'est-à-dire qu'un bébé, il ne peut pas s'éveiller s'il ne rentre pas en relation avec un autre que lui-même. Et il s'éveille dans cette relation par toute une approche sensorielle. Et si vous regardez les bébés, ils délibèrent avec eux-mêmes dès les premiers jours de vie. Une ficelle leur suffit et on les voit la regarder, la toucher, la malaxer, la jeter, la ramasser, la tendre, etc. Ça nous paraît, bon, voilà, ça fait partie des... Non, ça, c'est la construction psychique des tout-petits, et ça, c'est culturel. Et c'est ce que porte l'éveil culturel et artistique. C'est pour ça que je suis très honorée d'être accueillie. Et Benzo, tout ce que tu fais, tout ce que l'éducation populaire a fait pour nos enfants depuis si longtemps, c'est quelque chose qui me touche énormément, parce que ça porte notre santé. Et au Grand Bornand, ça porte une culture, mais derrière, et je te le dis souvent, ça porte un projet de société. C'est-à-dire qu'ici, on nous passe un message en disant « prenons soin les uns des autres ». C'est ça la culture. Et là, c'est pour ça aussi que votre présence, Madame la Ministre, c'est vraiment une très grande chance et beaucoup de bonheur. Oui, de se dire, voilà, mais on est tous ensemble. On est tous ensemble en train de se dire on peut faire les choses, parce que je ne suis pas une pessimiste. Et d'ailleurs, sur le rapport, je commence aussi avec ça en disant mais il y a plein de choses à faire. Hein, parce que justement, la culture, avec ses mots, ses récits, c'est pour ça que les bébés adorent les arts. Hein, parce que les arts, qu'ils soient chantés, dansés, joués, jonglés, ils racontent des histoires. On ne sait pas ce qu'ils comprennent de l'histoire, mais on s'en fiche complètement. Ils savent juste que c'est une adresse. On s'adresse à eux. Nous sommes ensemble et nous vous accompagnons pour que nous puissions être à vos côtés, de vous voir grandir et vous faire aimer à la fois vos pères,
mais aussi la terre sur laquelle vous habitez. Et ça rejoint bien entendu toutes les questions écologiques, parce que pour être sur les questions écologiques, il faut être sur les questions de la sensibilité. C'est un rapport au sensible. Je vais y revenir. Je vais y revenir, Sophie. Alors, Merci. c'est bon. Ouais. Non, Madame la Ministre, je voudrais effectivement que vous puissiez réagir aux propos de Sophie et puis réagir à ce plaidoyer. Pensez-vous que Sophie Marinopoulos soit une utopiste ? Ah, mais c'est une utopie agissante. C'est une utopie réalisable. En tout cas, j'y crois. Et je suis complètement d'accord avec le postulat de départ que la culture peut sauver. Moi, c'est une expérience déjà personnelle, puisque j'ai grandi dans un pays en guerre, le Liban, et sans l'accès à la lecture, et j'avais pas d'autre choix possible, en fait, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'aller au théâtre, au musée, au cinéma. Personne n'aurait pu tenir avec la lourdeur de la réalité sans ouverture et sans travailler son imagination. Et après, arriver en France, la perte de repères, l'exil, une nouvelle langue, c'est là que j'ai découvert qu'en France, il y avait une formidable politique d'éducation artistique à l'école, au collège. Moi, j'étais dans un collège de la banlieue de Lyon. Et les 2 premières années ont été atroces. Je pense que pour tout ado qui rentre en 6e, c'est un cap de toute façon qui est difficile, hein, il me semble, sous votre contrôle. Mais moi, je cumulais pas mal d'autres difficultés. Et arrivé en 4e, c'est un professeur de français qui était passionné de théâtre, qui a poussé les tables et chaises, qui nous a fait lire du théâtre en classe, qui nous a emmenés au théâtre, qui nous faisait écrire, comme dans le journal de la vache déchaînée, ce qu'on pensait des spectacles. Et donc, ce n'était pas une fois, c'était un parcours sur toute l'année, quasiment tous les jours, toutes les semaines. Et c'est ça qui, petit à petit, moi, m'a donné confiance, m'a amélioré mon français aussi, et m'a ouvert mes horizons. Et je pense que je ne serais pas devenue ministre de la Culture si je n'avais pas eu cette expérience fondatrice. Et je l'ai vu avec Clowns sans frontières aussi, comment un peu partout dans le monde, en Afghanistan, au Bangladesh, au Guatemala et ailleurs, au Soudan, par le rire, par la magie du spectacle, par la poésie, par la musique, on arrive à débloquer énormément de traumatismes alors qu'on ne parle pas la même langue, qu'on arrive de loin, qu'on travaille avec des ONG qui parfois ne savent plus faire. Je me souviens de Pharmaciens sans frontières en Moldavie qui avait appelé l'association en disant « On ne sait pas faire, on a nous fourni les médicaments, mais là, notre rôle s'arrête là. On ne sait pas donner le sourire à ces enfants dans les orphelinats et améliorer leur santé mentale. » Et donc, on a lancé un projet qui a duré plusieurs années et qui finalement s'est cristallisé autour de la musique, de la création de fanfares, de petits orchestres dans les orphelinats. Et c'est à partir de là que la vie entière de ces orphelinats a changé. En Afghanistan, parce que Sophie parle souvent de nutrition culturelle, on a même travaillé avec Action contre la faim pour aider des mères de famille à nourrir leurs enfants qui, suite au traumatisme successif des conflits, n'arrivaient plus à manger. Et tous les médecins avaient essayé plein de choses et n'y arrivaient pas. Et ils nous ont dit, essayez vous les artistes. Ouf, grosse pression pour les artistes qui l'ont fait. Donc ils ont essayé plein de choses. Et finalement, c'est un artiste qui a fabriqué un mobile avec les mamans qui a débloqué des choses. Et c'est ce travail ça s'est posé comme ça dans cette situation précise. Dans d'autres situations, ce serait autre chose. Mais la création de ce mobile, au-dessus des berceaux, dans les espaces de vie, a petit à petit, en quelques jours, quelques semaines, permis à ces enfants de retrouver le lien à leur mère et de manger. Et honnêtement, ça a sauvé des vies. Donc là, je pourrais parler des heures parce que j'ai des milliers d'exemples. Et donc c'est comment moi, forte de toutes ces expériences, de toutes ces convictions et de l'appui de professionnels aguerris comme vous, et de publics passionnés comme vous, on arrive à continuer à porter ça dans tous les territoires en France, dans les écoles, en dehors des écoles, dans les festivals, dans des temps comme ça, libres, où on peut aussi travailler sur cette sensibilité différemment. Et depuis 5-6 ans, le ministère de la Culture a doublé ses crédits pour l'éducation artistique. On travaille aussi en lien avec l'éducation nationale à l'éducation à la biodiversité, l'éducation au rapport à la nature, les balades, regarder le patrimoine aussi, le patrimoine monument historique comme le patrimoine naturel.
Pour les journées du patrimoine qui sont bientôt, on a par exemple une journée dédiée aux scolaires qui s'appelle « Lever les yeux ». Et ça va aussi avec lâcher les écrans. C'est lever les yeux, regarder la ville, les paysages, le monde qui vous entoure, et donc de les inciter avec les écoles. C'est une journée le 16 septembre ou le 15 là, cette année, je ne sais plus la date, pour apprendre à lever les yeux. Voilà, je pourrais avoir des milliers d'exemples, mais je trouve que ce qu'il y a dans ce plaidoyer peut être très concrètement développé par des actions, des initiatives qu'on peut porter soit seul, le ministère de la Culture, soit ensemble avec d'autres ministères, notamment l'Éducation nationale ou le ministère de la Santé ou le ministère des Solidarités et des Familles, mais bien sûr, surtout aussi avec les collectivités. Et je voudrais de nouveau remercier le maire de son accueil et l'ensemble des collectivités engagées ici, départements, régions, parce que ce n'est pas du tout des politiques que l'État peut porter seul, hein, c'est vraiment les collectivités qui sont en première ligne, au plus près du terrain, pour porter ces enjeux-là. Je ne veux pas être plus longue. Non, alors du coup, Sophie, effectivement, moi je voudrais qu'on revienne là, sur cette idée d'écologie. Et dans ce fameux rapport, vous parlez de santé culturelle et vous démontrez que c'est par une éducation aux sensibles que nos enfants grandiront sereinement en développant un esprit humaniste et écologique. Alors, que voulez-vous dire ? Oui, mais je veux vraiment rebondir parce que j'ai un peu les mêmes expériences, mais c'est pour prouver à quel point on dit la même chose. Après, on utilise d'autres mots. Moi, j'ai parlé de santé culturelle pour dire nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes un corps en relation. Et à chaque fois qu'on oublie que notre identité première, c'est la relation, que nous sommes des êtres relationnels, eh bien, on passe à côté. Et je dis j'ai la même expérience puisque en effet j'ai été sollicitée par des chirurgiens qui allaient à l'international dans des pays en guerre, qui sauvaient des enfants gravement blessés, et une fois qu'ils étaient sauvés, ils se laissaient mourir. Et donc ça les a mis en interrogation, exactement comme vous l'avez décrit, et où ils se sont dit on est passé à côté de quelque chose. Eh bien on est passé en effet à côté de cette santé culturelle. C'est qu'il ne s'agit pas d'un corps, il s'agit d'un sujet. Et le sujet, c'est un être de relation, c'est un être de parole, c'est un être sensible, et il faut absolument qu'on le remette dans ce contexte de désirer d'être avec un autre. Et donc nous, j'avais été sollicitée pour développer des ludothèques qui accompagnaient les champs opératoires. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas d'un côté les champs opératoires qui sont supérieurs et plus importants, et de l'autre côté, il y aurait les ludothèques. C'est ensemble, et la santé culturelle, c'est ça. La santé culturelle, c'est les liens. C'est-à-dire, on est toujours en lien à. Donc l'enfant, il a besoin d'être reconnu dans le temps nécessaire à ses expériences. Il faut qu'il soit en lien avec des expériences sensibles. Par exemple, ici, il en est tout le temps en expérience. Il est dedans, dehors. Il touche la pelouse. Il regarde le ciel, il écoute un spectacle, il est tout le temps sollicité, on lui raconte en permanence des histoires. Et ça, avec ces liens-là, il construit son dedans, sa vie interne, sa construction psychique, sa solidité intérieure. C'est ça la santé culturelle. Et donc il en a besoin, parce qu'il faut qu'il s'aime et qu'il aime à l'extérieur, et y compris la terre. Et donc c'est en ça que nous sommes toujours dans les mêmes questions, et que la question écologique, elle est centrale, parce qu'on ne peut pas vivre en abîmant une terre, c'est pas possible. Et on le découvre de plus en plus. Nous, les psys, on est très centrés sur la relation humaine. Je pense qu'il faut aussi qu'on se décale, qu'on aille voir... Oui, un enfant, il n'apprend pas à parler qu'avec les humains. Il apprend à parler avec la montagne, avec le sonore, hein, et avec tout ce qui l'entoure. C'est tous les sons qui le font parler. C'est pas simplement parce qu'on joue, bien sûr qu'il en a besoin, hein, mais ça ne va pas suffire, c'est plus important que ça. Il y a des écologues qui montrent bien comment... Enfin, ils se posent la question, ils ne montrent pas bien, je vais trop vite. Ils interrogent et ils pensent que plus on perd d'espèces d'oiseaux, plus on perd nos capacités langagières. Je me place dans ce courant-là, qui m'intéresse énormément. Oui, alors dans la relation à la nature, vous faites quelques constats qui sont un peu alarmants, notamment en lien avec les écrans. Oui, alors c'est avec des discussions avec les parents au fil des ans, je me suis dit, mais finalement, je me mets complètement dedans, je suis une grand-mère, mais bon, je me dis, mais finalement, on a très peur de l'extérieur. On ne laisse pas nos enfants jouer dans la nature. On a peur qu'ils tombent, qu'ils se fassent mal, s'il pleut trop fort, ça va être affreux, s'il neige trop fort, ça va être affreux, s'il y a trop de soleil, ça va être affreux. C'est toujours affreux.
Ce qui fait qu'en fait, ils sont beaucoup privés d'extérieur. Moi, je le vois parce que je fais le tour des crèches. C'est terrible. C'est des enfants de l'intérieur, c'est vrai. Par contre, on va remplacer ça souvent par l'écran. Or, je me dis, nous, en tant qu'adultes, parents, on sait parler des dangers de l'extérieur. On sait dire, fais attention à la rivière, si elle est un peu trop profonde, fais attention aux feuilles qui glissent. Enfin, on sait donner les conseils auprès des enfants, de nos enfants, on sait faire de la transmission. Avec les écrans, on n'en est pas capable. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on est face à l'inconnu. Et c'est un univers, finalement, sur lequel on n'arrive pas à mettre des préconisations et des recommandations de prévention. Donc finalement, on laisse nos enfants dans un monde qu'on ne connaît pas et on les prive d'un monde qu'on connaît parfaitement bien. Donc en fait, l'idée, ça ne serait pas, c'est pas la question d'interdire les écrans, c'est dire, laissons nos enfants aller à l'extérieur, arrêtons cette frilosité, transmettons-leur ce que nous savons de ce monde, on le connaît. On sait exactement où sont les méfaits, finalement. Où la nature peut en effet être une amie. Parfois, elle nous fait des crocs en jambes, hein, ça c'est clair. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on peut parler. Alors, avant de vous demander, Madame la Ministre, de réagir, sur les écrans, Alain, je pense que ça fait partie, il y a un leitmotiv. Voilà. Donc depuis le début, depuis très longtemps, oui. L'âge des écrans vient avoir du vivant, les petits devant, l'écran derrière. Voilà ce qui se passe en ce moment en plus avec les réseaux, avec les 42 000 amis et tout ça. C'est vraiment un vrai danger. Il y a un vrai danger. Donc oui, on essaie de se battre là-dessus. Ça fait plus de 10 ans que le festival se bat là-dessus, oui, bien plus. Et on essaye vraiment, on ne sait pas. On n'a pas les clés, hein, on ne sait pas comment il faut faire. Mais tous les parents qui ont des enfants on va dire entre 5 et 15 ans, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? Et personne n'a vraiment la clé. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait vraiment une conscience et qu'il y ait quelque chose qui se passe pour qu'on puisse lutter contre ce phénomène qui engendre plein de choses. On a vu ce que ça peut engendrer dans les écoles, dans les collèges, etc. On a vu ça, hein. Donc il faut vraiment qu'on se batte là-dessus. Comment? Il faut trouver plein de solutions, plein de choses. Il faut que tout le monde s'y mette pour arriver à faire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est un vrai danger. Et les enfants grandissent trop vite. Ça va beaucoup trop vite, vous avez vu maintenant. La jeunesse, les gamines de 8 ans, c'est plus des gamines de 8 ans d'il y a 20 ans. Enfin, je ne veux pas vieux-coniser en disant avant, mais il y a plus... Voilà, ça va trop vite. On leur dit aux gamins, hein, ne grandissez pas trop vite, c'est un piège. Mais oui. Et les écrans ont fait beaucoup pour justement tout ce qui se passe dans les écrans et tout ce qui est balancé dans les écrans, c'est un vrai danger. Alors, comment faire? Comment se battre? Comment... Voilà. Créer de l'enviable ailleurs. Voilà. Sophie, elle dit qu'il faut créer de l'enviable ailleurs. C'est bien dit. Bon. C'est ça. Il faut peut-être créer d'autres choses. Il faut sortir. Il faut aller dehors. Il faut faire des choses. Il faut aller dans la nature. Mais il ne faut pas les lâcher devant les écrans. Il ne faut pas les lâcher devant les téléphones portables. Et voilà. Je crois que pour nous, c'est un vrai combat. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Mais c'en est un. Quoi. Et aujourd'hui, encore plus. Merci Alain, merci. De rien. Ouais. On est de tout cœur avec toi dans ce combat. Madame la Ministre, effectivement, comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là quand on est responsable des politiques publiques culturelles? Il y a 1000 leviers. Je ne vais pas parler de tout ce qu'on fait, de tous mes projets, mais moi j'ai 2 obsessions. Je voudrais juste insister sur ces 2 obsessions. La première, c'est la lecture. Et je crois beaucoup à la nécessité de mettre en place les conditions pour favoriser des temps de lecture pour le plaisir et pas que pour l'école, dès le plus jeune âge à l'école, avec le quart d'heure de lecture quotidien. Alors ça, c'est parti d'une association qui s'appelle Silence on lit et qu'on élargit maintenant grâce à des recteurs très impliqués. Par exemple, en Bretagne, quasiment tous les établissements scolaires le font, à une heure précise, tous les jours, tout le monde s'arrête, le proviseur, les professeurs, les pions, l'ensemble des élèves prennent un livre, une BD, un magazine, ce qu'ils veulent.
et lisent 15 minutes pour le plaisir. Donc déjà, le niveau sonore dans l'établissement baisse, la concentration se développe. Ça ne coûte pas grand-chose, parce qu'acquérir des livres pour les établissements scolaires, c'est des budgets qui existent, et c'est pas, voilà, là où il y a des manques, on peut compenser, mais c'est pas problématique. C'est la volonté d'y arriver, de caler ce rituel. Et une fois qu'il y a les premières semaines un peu poussives qui passent, et que le rituel est calé, il y a une véritable transformation de l'ambiance de l'établissement, de l'ambiance de la classe, de la relation entre les élèves, de l'écoute, de l'imagination, de l'amélioration du vocabulaire, la baisse de la violence. Bref, les bienfaits sont multiples. Donc ça, c'est une de mes obsessions, développer le plus possible en France ce quart d'heure de lecture, qu'on doit s'appliquer aussi à nous, les adultes, d'ailleurs. Ma deuxième obsession, ce sont les colos artistiques. Parce que je pense qu'il y a le temps des vacances, où tous les enfants n'ont pas la possibilité de partir en vacances déjà, ou parfois vont être dans des vacances avec leurs parents, mais être tout le temps sur les écrans pendant les vacances, et de proposer des colonies artistiques. Et je me suis appuyée notamment sur un artiste qui est Rachidou Ramdan, qui dirige le Théâtre National de Chaillot maintenant, et qui avait créé ce programme de colo artistique à Chaillot, à Grenoble avant où il était, pardon. Et on est en train de le déployer à plus grande échelle, avec les cités éducatives, dans les quartiers prioritaires en particulier, pour que tous ces jeunes adolescents et enfants qui ne peuvent pas partir en vacances partent dans des lieux naturels, et un mix entre nature, balade, activités en plein air et découvertes artistiques. Donc principalement la danse pour ce programme qu'on a avec Rachidou Ramdan, mais ça peut être d'autres types de colonies artistiques avec de l'écriture, de l'imagination, des marionnettes, de la musique, que sais-je. Voilà, deux exemples notamment. Et puis, je pense aussi, alors parce qu'il est là, je veux quand même le citer, Papy, Alain de Gois, grâce à qui l'improvisation a pris un tournant en France, puisque c'est notamment lui, pour citer un de ses succès les plus notables, c'est qu'il a révélé Jamel Attrape. Mais si on prend l'exemple de Jamel Debbouze, voilà, il aurait pu avoir une vie tout autre s'il était resté sur le chemin dans lequel il était parti à ce moment-là, des conneries de cet âge-là, et voilà, d'accidents assez graves d'ailleurs qu'il avait eu. Et c'est en poussant la porte de ce club d'impro que petit à petit il est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui, et plein d'autres Jamel Debbouze ont fait ce chemin grâce à Papy, et nous on continue à soutenir tout ce que fait Papy aujourd'hui en matière d'improvisation à l'école, avec une finale à la Comédie Française, hein, parce que quand même il faut aussi que ça rentre dans nos grandes institutions emblématiques. Il pourra en parler si vous avez le temps après, parce qu'il en parlera mieux que moi, mais voilà quelques exemples de mes obsessions pour créer ces espaces du sensible, de la découverte, de la surprise, sans être trop vertical, sans dire nous on est les sachants, voilà ce que vous devez faire, lâchez ce téléphone. On ne peut pas être non plus dans les injonctions. Je pense que ça ne marche pas, et qu'il faut créer les conditions un peu où naturellement ça arrive un peu comme par surprise, et on est embarqué dans une expérience qui deviendra inoubliable et qui va changer quelque chose profondément en nous sans qu'on s'en rende compte. C'est un peu la culture malgré lui, si je paraphrase Molière. Alors, Madame la ministre, je voudrais revenir moi, sur votre expérience internationale, pas seulement avec Clowns sans frontières. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retirer, ou qu'est-ce que vous avez pu découvrir ou considérer à l'étranger qui vous paraît être des éléments d'apprentissage pour nous, des modèles Franchement, on est meilleur en France. Je pense, moi j'ai vécu 4 ans à New York, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas du tout de propositions culturelles pour les enfants, quasiment pas dans cette ville. À part un musée des enfants, mais sinon dans le domaine du spectacle il n'y avait rien. Les bibliothèques avaient des programmes mais pas si forts pour les enfants, et j'ai d'ailleurs, quand j'étais attachée culturelle là-bas, avec une quinzaine de lieux new-yorkais, on a créé le premier festival pour enfants de New York qui continue, qui s'appelle Tilt. Et on a fait de la philosophie pour enfants, on a fait de la danse, on a fait venir des artistes de tout le monde francophone, un auteur comme Hervé Tullet, qui a fait des grandes expériences géantes avec 3000 enfants qui dessinent dans la nature, etc. Et ça n'existait pas, alors qu'on pourrait se dire, New York quand même, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants dans une ville comme New York. Eh ben non. Donc vraiment, soyons fiers de tout ce qu'on développe en France depuis des années, et on est, nous, un modèle pour énormément de pays. D'ailleurs, le festival Au Bonheur des Mômes, je vous assure, j'ai parcouru beaucoup de pays dans ma vie, il n'existe nulle part un équivalent.
Ça n'existe pas. C'est uniquement ici. Il n'y a pas que le reblochon, il y a Au Bonheur des Mômes comme spécialité. Inégalée. Merci. Mais je crois, Alain, effectivement, moi je veux bien que tu réagisses à ces propos, parce que souvent on dit que Au Bonheur des Mômes, c'est un peu l'Avignon du spectacle vivant pour enfants. C'est-à-dire qu'il y a peut-être dans la salle, mais en tout cas des gens qui viennent de l'Europe entière, non seulement dans les artistes qui se produisent ici, mais aussi des gens qui viennent repérer ici des spectacles qu'ensuite ils vont proposer dans leurs pays respectifs. Oui, dès le début du festival, on a mis en place des choses. Tout ce qui existe maintenant dans le festival, c'était déjà là il y a 30 ans. La Tente à lire, etc. Tout était là. Et il y avait l'espace pro. Et l'espace pro, on a plus de 300 programmateurs cette année. Et il y en a dans la salle, là, j'en connais. Il y en a plein que je ne connais pas aussi. Mais, et c'est important parce que moi, je cours l'Europe pour voir des choses. Et pour aussi le public d'abord, pour les enfants et les adultes. Parce qu'en tout adulte, il y a un enfant qui sommeille, n'est-ce pas? Donc c'est important, c'est pas parce que on dit un spectacle jeune public, c'est un spectacle pour tout le monde. Quand on ne prend pas les enfants pour des imbéciles, j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est important, et les programmateurs viennent et faire leur marché ici, et on va retrouver des spectacles d'ici un peu partout dans la France, dans les centres culturels, et en Europe, dans les centres culturels, dans les théâtres, etc., dans les scènes nationales, un peu partout. Et ça, pour nous, c'est vraiment une reconnaissance quelque part. Et c'est aussi un challenge, c'est-à-dire que pour moi, chaque année, il ne faut pas que je me plante. Et puis, chez nous, il n'y a pas de off. Un festival off, c'est faire venir des compagnies qui jouent gratuitement comme ça et qu'on ne paye pas. Et on serait fait envahir en proposant des choses qu'on ne contrôle pas. Quand on s'adresse au jeune public, moi dès le début j'ai dit non, on fait que du in, et on fait que des spectacles qu'on a vus avant, parce qu'on s'adresse aux enfants, et quand on s'adresse aux enfants, on ne fait pas n'importe quoi. Donc voilà. Merci. Sophie, peut-être 2 mots sur, dans le cadre du rapport que vous aviez remis à la ministre, vous aviez vous-même étudié un peu à l'étranger des exemples. Oui, oui, tout à fait. Alors, j'ai quand même un peu d'admiration pour les compagnies d'opéra qui viennent chanter de l'opéra pour les bébés. Et les bébés adorent l'opéra, mais vraiment. Et il y en a un qui s'appelle Bambino, je ne sais pas si tu le connais, Bambino. C'est l'histoire d'un petit poussin qui va éclore, qui va sortir de son œuf et qui va devoir quitter en fait son œuf. Et donc c'est sur la question de la séparation. Et de voir les bébés écouter ce spectacle, c'est un ravissement. Et il y a actuellement je crois que c'est Sophie Grenier qui porte ça, des chanteurs d'opéra qui vont dans les crèches chez nous en France, et je suis bien d'accord, Madame la Ministre, on a vraiment une chance inouïe, on a des artistes extraordinaires. Alors c'est vrai que moi je parle beaucoup des artistes pour les bébés, parce qu'il faut vraiment beaucoup les soutenir, il faut être présent, c'est un travail difficile, parce que le bébé a cette spécificité, c'est que nous, si ça ne nous plaît pas trop, on se tient jusqu'à la fin. Un bébé, non, hein. Si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas dedans, c'est terminé pour vous, hein. En 30 secondes, votre spectacle, il est fichu. Donc, c'est un spectateur très difficile. Donc, tous ces artistes qui viennent auprès des bébés, ou ceux qui vont lire aussi auprès des bébés, ceux qui vont, par exemple, lire en néonatologie, j'ai beaucoup d'admiration aussi, qui vont, alors ça correspond toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, qui viennent lire, ça surprend toujours, ces bébés qui sont très malades, et puis, tout d'un coup, ils font... apparaître ce bébé machine dans les yeux de leurs parents, tout d'un coup, ils se transforment en bébé. C'est-à-dire en voyant le bébé écouter la voix, parce qu'il écoute la voix, il se métamorphose, même la couleur de sa peau se transforme, et tout d'un coup, les parents voient que c'est un enfant. Et du coup, ça les amène à lui parler. Mais c'est ça, la santé culturelle. C'est ça ce dont nous avons besoin, c'est de cette attention. Et c'est en effet ce qui est proposé ici, avec des petits, avec des grands. Et bien entendu, on ne peut pas faire
du petit spectacle. Hein, quand on dit « voyons grand pour nos petits hein, », que le ministère a eu la gentillesse de publier, hein, « voyons grand pour nos petits », c'est pas rien. C'est une phrase profonde. Voilà. Donc en effet, il y a des artistes magnifiques pour les enfants de moins de 4 ans que j'avais repéré pour mon rapport. Ouais. Merci. Madame la ministre, je voudrais vous laisser le dernier mot parce qu'on a un peu timé, donc je voulais vous laisser les mots un peu de conclusion, ce que vous avez envie de dire. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance qui sont dans cette salle, des artistes, effectivement, des responsables de compagnie, des élus qui vous ont accompagné cet après-midi durant cette déambulation. Et du vrai public. Voilà. Il y a aussi du vrai public. Voilà, donc c'est du important. coup, c'est quoi un faux public? Un vrai public, ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des... Voilà, c'est un vrai public. Juste, et après je me tais, faire le choix de la culture pour les enfants, pour les bébés et les enfants, c'est un vrai choix et c'est un choix difficile. On met plus facilement de l'argent sur les ronds-points que pour nos bébés. Merci. Je suis provocatrice. Mais c'est un vrai choix. C'est un choix difficile. Hein. On croit que c'est simple, mais ça n'est pas simple. Madame la ministre. Non, moi vraiment, je suis très optimiste parce que je pense qu'on a en France tous les talents, qu'ils soient du côté du monde éducatif, du monde médical et du monde artistique, pour porter une ambition forte avec des expérimentations très innovantes et impactantes partout. Et pour ceux qui ont envie de porter des projets qui rentrent peut-être aujourd'hui dans aucune case des financements habituels, on a créé un fonds d'innovation territoriale pour être aux côtés des élus aussi, notamment dans les petites communes, et aux côtés des équipes artistiques qui ont envie d'explorer des choses. Donc je suis allée par exemple dans un lieu du conte près de Nantes, dans une petite commune. J'explore comme ça. Je suis allée aussi dans un village de 500 habitants au Favril, en Loire-Atlantique, où il y avait une itinérance avec une carriole poussée par 2 ânes, et puis on dépliait un atelier de menuiserie, un atelier d'art plastique. Voilà, ça peut être des initiatives de ce type-là. Allez voir vos élus, allez voir nos directions régionales des affaires culturelles. Nous, on est à l'affût, en tout cas, d'expérimentations nouvelles pour tester des nouvelles manières de travailler, parce que je pense qu'il faut toujours se renouveler aussi, mais à partir de ce vivier artistique qui est très fort dans notre pays, parce que je pense que les artistes peuvent amener par la musique, par l'écriture, par le théâtre, par l'improvisation, par la danse, par l'opéra, etc. Des choses qui ne vont pas passer forcément par les mots, par l'explication, par ce qu'on arrive à passer à l'école, sur les bancs de l'école. Donc on a là un champ à explorer encore infini, un potentiel infini. J'y crois beaucoup. C'est parfois difficile à agencer, parce que nous, depuis le ministère de la Culture, c'est un peu loin comme échelle par rapport à la granularité qu'il faut au plus près du terrain. Mais il y a tous les relais entre mon bureau de la rue de Valois et là où je suis aujourd'hui, par exemple, qui sont nos députés, que je remercie d'être là, les élus locaux, les collectivités très engagées, celles qui ne le sont pas, il faut essayer de les embarquer. Et en tout cas, des associations, le monde éducatif. Chacune d'entre vous peut jouer un rôle, parce que, comme l'a dit Sophie, c'est vraiment un élan collectif dont on a besoin, et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Merci d'avance. Merci beaucoup. Merci. Merci bien.